Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Nous recevons pour vous une dame, une grande dame à la carrière élogieuse, rompue à la tâche, fierté nationale, première avocate, première bâtonnière, ancienne ministre des Droits humains et de la culture de la paix. Elle, c'est Maître Andel que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans Alinéa. Maître Julienne Andel Nyelenga, merci pour cet honneur que vous nous faites. Nous allons parler de vous, de votre élogieux parcours, de votre expérience qui a inspiré de nombreuses femmes. Maître Andel, il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler de vous. Comment vous portez-vous? Merci bien, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes originaire de Makwa, dans la Cuvette, née en 1944. Fille unique d'une fratrie de 6 enfants. Comment avez-vous trouvé votre place dans cet univers masculin? J'ai toujours dit que je crois que je n'ai... Le mérite que j'ai, c'est d'être née avant toutes celles qui sont venues après moi, avant mes filles, comme je les appelle. Si tu étais une autre femme, elle aurait peut-être fait la même chose. Bon, j'ai eu la chance d'être née avant elle et d'avoir choisi cette voie. Et donc, j'ai fait ce que j'ai fait et elles sont avec moi, derrière moi, pour faire la même chose. C'est assez curieux, c'est à encourager puisque jusque-là, aucune autre femme n'a jamais pensé embrasser cette carrière. Vous avez pensé et vous avez réussi. C'est pas parce que forcément vous êtes né avant ces femmes qui sont arrivées après vous, c'est parce que vous avez su trouver votre voie aussi, maître. Oui, en fait, si je peux déjà aborder disons le début de ma vie professionnelle par les études de sage-femme, puisque je suis passée par là. Tout à fait. En fait, après le lycée Savognon de Ouaza, après avoir fait mes études secondaires, je suis allée en Israël faire donc cette carrière de sage-femme. Et j'ai fait 4 ans en Israël. Et quand je suis revenue... De 1964 à 1964 à 1968, nous avons vécu la guerre là-bas, un peu comme cela se passe en ce moment en Ukraine. Et quand je suis rentrée en 68, j'ai tout de suite commencé en tant que sage-femme à encadrer les jeunes qui étaient là. Bon, il n'y en avait pas beaucoup encore, hein, mais il fallait les encadrer dans les services, les salles d'accouchement, dans les services prénataux. Il fallait les encadrer pour leur apprendre comment faire le travail. Et ensuite, j'ai été sollicitée pour enseigner à Lukabu. Donc, enseigner les élèves sages-femmes, les élèves infirmières. Et nous avons donc enseigné à Lukabu. Et l'emploi du temps était tel que nous, on encadrait les élèves le matin dans les hôpitaux, mais l'après-midi, ce sont les médecins qui les prenaient pour les cours magistraux. Et donc, nous étions un peu relax. Celles qui voulaient suivre les cours avec les élèves le faisaient, mais celles qui voulaient faire autre chose pouvaient aussi le faire, et c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'ai choisi de faire le droit, parce que j'ai été inspirée un peu par mon frère aîné, qui faisait déjà ces études-là, parce qu'il voulait quitter la police et aller donc vers la magistrature. Donc, j'ai suivi les cours à Bayardel. Bayardel, tout le monde connaît Bayardel, jusqu'à avoir ma licence en 4 ans. Et quand j'ai eu ma licence, je suis allée au ministère de la Santé pour savoir si
ça m'apportait quelque chose. On m'a dit non, ce n'est pas dans le cadre de votre profession de sage-femme. Donc, pour nous, il n'y a rien à vous donner. Alors, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse une autre voie pour valoriser mon diplôme. Et c'est comme ça que bon, j'ai cherché dans les ministères. Dans un premier temps, on m'a orienté vers l'assurance, parce que j'ai fait l'assurance à l'ARC. L'ARC venait d'ouvrir. J'ai donc assumé les responsabilités du service contentieux à l'ARC. Et donc, de là, j'ai fait 2 ans à l'ARC. Et là, je travaillais avec Maître Brudé. Parce que c'était lui l'avocat de l'ARC. Et donc, j'avais la charge de lui présenter les dossiers contentieux qui concernaient l'ARC. Et donc, je venais avec les dossiers à son cabinet. On les travaillait ensemble. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné un peu plus le goût de devenir avocat. Comme j'avais déjà une base, alors j'ai donc cherché à avoir une bourse, ce que j'ai eu. Et je suis allée faire le stage d'avocat en France. Vous avez encore poursuivi vos études là-bas. Exactement. Notamment à l'Université de Paris de Panthéon. Et vous en sortez avec quel diplôme? Mais en fait, quand nous sommes allés, vous savez, il y avait toujours ce problème un peu de complexe. On n'acceptait pas facilement nos diplômes ni les niveaux qu'on avait. Donc il fallait faire une remise à niveau. Voilà, et c'est ce qui m'a poussé à aller m'inscrire à l'Université Paris de Panthéon, en fait pour rehausser le niveau. C'est ça, mais j'avais déjà ma licence en droit. Pour résumer cette partie, maître, donc après avoir aidé à donner des vies, puisque vous avez été sage-femme, vous vous êtes érigé maintenant en défenseur de droit. C'est assez curieux, c'est incroyable. Oui, bon, les deux peuvent aller ensemble, dans la mesure où j'ai vu les femmes souffrir dans les salles d'accouchement, et j'ai vu aussi les femmes souffrir dans la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, et je pense que l'un n'a fait que compléter l'autre, et les deux ont renforcé ma formation. Alors ensuite, vous prêtez serment le 23 mars 82. Donc vous êtes avocate au barreau de Brazzaville. Vous avez commencé à exercer en tant qu'avocate. Donc la toute première femme à porter ce métier. Alors, quelles ont été vos impressions à ce moment-là? Je peux dire que c'était comme un défi. C'était un défi parce que à l'époque, bon, il n'y avait pas beaucoup d'avocats, même hommes, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand je suis arrivée, seule femme, nous étions 6 à prêter serment. J'étais la seule femme, bien sûr. Et j'ai donc sollicité de travailler avec Maître Brudé, comme on avait déjà eu des contacts pendant que j'étais à l'ARC. Il a accepté sans hésitation. Par contre, il était congolais, Maître Brudé? Il est français, antillais, des Antilles. Par contre, il y a eu beaucoup de commérages, d'insinuations, de dénigrement même. Voilà, tu vas fermer ton cabinet parce que prendre une femme, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Quand tu ne seras pas là, elle ne pourra rien faire. En tout cas, on a tout fait pour décourager cette collaboration-là. On a agi auprès de moi auprès de mon mari et lui auprès de sa femme pour dire ce que vous pouvez imaginer. Tout à fait. Donc, comme il n'y avait rien de tout cela, vous savez, il n'y a que la vérité qui triomphe. Et donc, on a pu collaborer normalement. Et j'avoue que le premier procès que j'ai eu, qui était radio-télévisé, le procès des explosifs de Cinéma Star et de l'aéroport, c'est le procès il y avait Kembisila qui était l'accusé le plus célèbre. C'est dans ce procès que
disons, je me suis révélée. Et que tous ceux qui ont dit n'importe quoi. Sur le fait que vous étiez femme, vous ne valiez rien. ont compris que, bon, il y avait du sérieux. Il y avait du sérieux, il y avait quelque chose dans la tête. Être femme n'est pas un handicap. Tout à fait. Voilà, et qu'on peut avoir la même intelligence que les hommes. Voilà. Et ensuite, alors comment le procès s'est passé? Ben, le procès s'est passé que, bon, ils ont été libérés tous. Bon, avec des petites condamnations, hein, mais comme ils étaient déjà là depuis un certain temps, donc ça s'est compensé. Et malheureusement, M. Kembisila est décédé 2 ans après sa sortie. C'est celui que je défendais. C'était le plus faible. C'était vraiment le maillon le plus faible sur lequel on comptait pour faire tomber les autres. Voilà. Mais bon, Dieu a fait. Et on est sorti de là tête haute. De 2008 à 2010, vous êtes bâtonnière. Une grande responsabilité, une grande première, parce que jusque-là, aucune femme n'avait été bâtonnière. Vous êtes la toute première à occuper ce rang. Comment vous vous êtes sentie? Voilà, je vais peut-être expliquer rapidement ce que veut dire bâtonnier ou bâtonnière. Ça part du bâton que nous tenons. Ceux qui étaient au Palais des Congrès le jour de la remise de ma médaille ont vu comment les avocats ont fait leur entrée. Il y avait le bâtonnier national qui tenait un bâton et il y avait le bâtonnier de Pointe-Noire et le bâtonnier de Brazzaville aussi qui tenait un bâton. Donc c'est parti, l'appellation bâtonnier ou bâtonnière est partie de là. Et donc, on est élu par nos pairs. Donc, ce sont les avocats qui élisent leur chef, celui qui doit diriger la corporation. Et donc, j'ai été élu en 2008 et pour 2 ans. Malheureusement, en 2009, je perds mon époux. Donc, 1 an après avoir commencé mon mandat. Je perds mon époux et là, j'étais complètement défaite. J'étais même sur le point de démissionner, hein, de laisser la place à une autre personne parce que, bon, vous savez comment ça se passe un peu et tout. Mais les jeunes avocates m'ont vraiment soutenue, hein, celles qui étaient déjà là. Il y en avait déjà disons une dizaine peut-être. Ils m'ont soutenu, elles ont dit non, on est là, on va travailler, tu continues ton mandat jusqu'à le terminer. Et bon, j'ai accepté, donc j'ai continué et j'ai pu terminer le mandat 2 ans après, mais je ne me suis pas repositionnée pour un second mandat parce que bon, c'était déjà trop dur. C'était déjà très difficile à terminer. Voilà. Est-ce que vous avez eu des appréhensions quand même en tant que femme, fort en fait de ce que vous nous avez raconté en amont, du fait que au début c'était très difficile, les hommes n'acceptaient pas que vous soyez là, mais vous avez tenu bon jusqu'à être érigée à ce rang de bâtonnière. Est-ce que vous avez senti quand même quelque chose d'assez négatif dans l'exercice de votre fonction? C'est sûr, hein? C'est sûr, et je l'ai senti surtout lors des conseils de discipline. Hein? Parce que lorsqu'il faut sanctionner un avocat, il passe devant le conseil de discipline, et là vous rencontrez des résistances, bien que l'affaire soit claire, mais vous avez des résistances soit sur la base tribale, qui disent ah non, elle ne va pas sanctionner notre parent. Bon, les hommes aussi, quelquefois se liguent entre eux. Ah non, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut montrer? On ne va pas la laisser. Parce qu'il faut voter. C'est vraiment très démocratique chez nous. Lorsqu'on doit sanctionner un avocat, ce sont les autres, les pairs qui votent. Et donc, quand c'est comme ça, bon, il y a des blocages. Et vous avez des avocats qui ont commis des fautes assez graves, mais vous n'avez pas pu les sanctionner. Sanctionner, ce n'est pas les radier, non.
il y a plusieurs sanctions. Il y a des avertissements, les blâmes, les suspensions. Mais lorsque vous n'avez pas la majorité, comme c'est en démocratie, vous n'avez pas la majorité requise, vous ne pouvez pas. Et il reste là, bon, comme pour vous narguer. Hein, Tout à fait. Alors, vous avez prêté serment, nous l'avions dit, en 82. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 40 ans après, si je ne me trompe pas. Comment percevez-vous ce métier d'avocat aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses à revoir, hein, selon vous? Est-ce que tout va bien? Tout ne peut pas aller bien, hein, c'est comme partout ailleurs. Tout ne peut pas aller bien, mais il y a eu des évolutions, c'est certain. Ne fût-ce que grâce au numérique, grâce à l'Internet, on fait un travail beaucoup plus rapide et de qualité. Hein, alors qu'à notre époque, quand on avait la machine que vous connaissez, même au tribunal, les greffiers, pour vous sortir un acte, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, bon, il y a quand même cette évolution qu'on peut remarquer. Et puis, bon, il y a beaucoup plus de facilité dans ce sens qu'on peut interroger facilement Internet sur certaines questions. Sur certaines jurisprudences, sur la doctrine, on peut interroger Internet. Et à l'époque, bon, nous, c'était, vous voyez, toute cette documentation-là, et puis les codes, c'est plein là-bas dans l'autre bibliothèque. Et tout ça, bon, il fallait vraiment lire. Mais aujourd'hui, hein, comme je vous le dis, c'est un peu plus facile. Mais bon, ce qu'on peut constater aussi, c'est que, comme c'est facile, ben, les gens cherchent à en abuser. Tout à fait. Alors, donc, les avocats aussi, on se rend compte qu'il y a moins d'indépendance. Parce que l'avocat aussi doit être indépendant. On a l'impression, on a toujours parlé de l'indépendance de la magistrature, mais l'avocat aussi doit sauvegarder son indépendance pour être vraiment un avocat libre et en mesure de défendre correctement son client. Mais aujourd'hui, bon, il y a trop d'acquaintances avec les justiciables. On a l'impression que les avocats font du marketing ou comment. Ils deviennent un peu, on va dire, beaucoup plus commerciaux qu'avocats. Voilà. À la quête du gain. Voilà, à la quête du client, sans compter tout ce qu'on nous reproche de faire avec les magistrats. Hein, vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. Et tout cela est devenu un peu plus courant à notre époque. On dit toujours ça à notre époque, mais... Et puis des fois, c'est aussi facile de dire que c'était mieux à notre époque. Hein. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on ne s'adapte pas facilement à l'époque actuelle. Donc on préfère... Maître, nous vous félicitons parce que vous avez une carrière bien remplie malgré votre âge. Vous êtes toujours là en train d'exercer, puisque là nous sommes dans votre cabinet, le cabinet Bruydé Ondiel Nyelinga Loko. Comment vous vous sentez en tant qu'avocate, malgré votre expérience? Vous êtes toujours là en train de mettre votre pierre à l'édifice. Oui, mais vous savez, on ne peut pas partir comme ça, tout d'un coup, tout abandonner et partir. On se retire progressivement parce qu'on a quand même des jeunes qui sont avec nous, qui viennent hein, pour prendre la relève. Et donc, il faut quand même être à leur côté pour leur transmettre encore. Vous savez, on transmet ou on apprend aussi jusqu'à... c'est sans fin. Donc, on est là, on transmet et puis on suit aussi les vieux dossiers qu'on avait. Et même si on ne va plus au palais de justice pour plaider, on ne va plus, on laisse la place aux jeunes. Mais il y a le travail de cabinet qui est très important. Hein, recevoir les clients, savoir dire aux clients hein, comment vous voyez son dossier, comment vous pensez le défendre. Ça, c'est pas... les jeunes n'appréhendent pas encore ça très vite, très facilement. Donc, bon, quand il y a un ancien, bon, ça fait que ça renforce. Pas n'importe quel ancien, il s'agit de Maître Ondiel.
Alors, Maître Ndiaye, vous avez été ministre des droits humains et de la culture de la paix. Quel ministre étiez-vous? Est-ce qu'il y a eu des défis que vous avez relevés? Est-ce que vous avez eu des réussites, des regrets? Parlez-nous un peu de Maître Ndiaye, le ministre. Maître Ndiaye, le ministre, c'est trop dire. Parce que j'ai été ministre un mois, 2 mois. J'ai été dans le gouvernement de Kolela. Donc le dernier gouvernement. Mais c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre. Donc aujourd'hui, on tenait la réunion et le conseil de ministres ici. Demain, on était à Total parce qu'on suivait les bombardements. Et donc, vous ne pouvez pas travailler sereinement quand vous êtes dans ces conditions-là. Donc, ce que j'aurais pu faire, parce que j'étais déjà passé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, j'avais un certain bagage sur les droits de l'homme. J'aurais pu mettre ce bagage-là, cette expérience-là, au profit du pays. Mais bon, je n'ai pas eu le temps matériel de le faire, ni la sérénité d'esprit de le faire. En tout cas, bon, moi je crois que c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Comme on dit, hein, le hasard, c'est Dieu qui se cache pour ne pas se révéler. Donc on dit que c'est le hasard. Mais moi, j'ai toujours mis ça dans cette catégorie de choses. Hein. C'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Et aujourd'hui, j'ai ce titre-là d'ancien ministre, alors que, bon, comme je vous l'ai dit... Hein, un ministre, même pour une journée, rester ministre. Oui, c'est vrai, puisqu'il y a le décret. Ouais. D'une journée ou de 2 journées. C'est vrai, il y a le décret, mais il y a le travail qui suit. Hein, parce que vous avez posé la question de savoir hein, qu'est-ce que je garde de tout ça. Qu'est-ce que vous voyez. Vous n'avez pas eu le temps, en fait, de... Pas du tout. Voilà. Tout à fait. Et je rappelle qu'à la Commission africaine des droits de l'homme, vous avez été vice-présidente. Oui, j'ai été même la première femme africaine à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est ça qui m'a valu la Légion d'honneur. Ok. Voilà. C'est à partir de là que le président Chirac, je crois qu'il était venu ici, je n'étais même pas là. C'est à mon retour d'une mission que l'ambassadeur de France m'a appelé pour me dire que j'avais eu cette distinction. Il n'est pas donné à tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un cercle très serré de compétences. Mais voilà. Maître Ndiaye, vous avez été l'une des grandes figures de la conférence nationale aux côtés de Feu Monseigneur Ernest Gombo, puisque vous y étiez vice-présidente. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience si magnifique, de cette mission si lourde qui vous a été confiée avec d'autres personnes du bureau de la conférence nationale souveraine de 1991? Je voudrais d'abord prendre un temps pour le repos des âmes de ceux qui étaient avec moi, tant à la conférence qu'à la présidence, parce que je suis la seule survivante de la présidence. Oui, Monseigneur Kombo, paix à son âme. Monsieur Bongo Noira, paix à son âme. Monsieur Letembe Ambili, paix à son âme. Monsieur Kikungangot, paix à son âme. Nous étions 5 au présidium. Donc je suis la seule qui est encore en vie. Et la seule femme d'ailleurs. La seule femme. Bon. Encore une fois. La seule femme, c'est vrai. Mais ce que je garde de cette messe-là, c'est la liberté d'expression qu'il y a eu à ce moment-là. C'était véritablement un moment de liberté. Et les gens se sont exprimés, évidemment. Trop de liberté tue la liberté. Bon, il y en a qui ont exagéré, c'est vrai, mais c'était nécessaire. Les gens se sont défoulés, certes, mais il y a eu aussi des choses qui ont été dites et qui ont été faites aussi par la suite, qui ont quand même fait avancer le pays.
Je retiens ce moment-là par l'expression démocratique qui s'est dégagée. Une belle expérience. Très belle. Maître, vous occupez d'autres fonctions, comme par exemple présidente du Comité national des femmes pour la paix. Là encore, un grand défi, une lourde mission. Oui, un grand défi, surtout que nous nous sommes constitués pendant les événements que nous avons connus en 93-94. Alors c'était la ministre de la Femme à l'époque, c'était Madame Avemeka Marie-Thérèse, qui avait organisé un séminaire et toutes les représentantes des organisations régionales étaient venues à Brazzaville, donc on était au Palais des Congrès et on s'était répartis en ateliers comme ça se fait toujours. Et nous avons pensé que nous, un certain nombre de femmes, je ne veux pas dire qui avait pris l'initiative, ça ne sait pas, nous avons pensé que on ne pouvait pas parler du développement de la femme, de l'émancipation de la femme, du genre, de l'égalité, tant qu'on n'avait pas la paix. Et quand nous étions au Palais des Congrès, c'était des boum-boum qu'on entendait de partout. Hein. Donc on a dit non, il faut que nous, en tant que femmes, en tant que mères, que nous initions quelque chose à partir d'ici, où nous sommes un certain nombre, nous représentons le pays, puisqu'il y en a qui sont venus des régions, nous représentons le pays. Nous ne pouvons pas sortir d'ici sans prendre une initiative qui pourra peut-être faire avancer les choses. Et nous nous sommes retirés, on devait être 5 ou 6, donc on a rédigé une petite déclaration qu'on est venu lire dans la salle pour demander aux autres de venir avec nous et qu'on réfléchisse sur une action qu'on devait mener qui aurait un impact, hein, non seulement à Brazzaville, mais au niveau national. Même si dans les régions c'était la paix, mais Brazzaville brûlait. Alors donc on a rédigé cette déclaration et on a réfléchi sur l'action qu'on pouvait mener et qui serait d'envergure. Et à ce moment-là, bon, il y a eu plusieurs propositions, mais la proposition qui a été retenue, c'est celle de faire une marche, malgré tout ce qui se passait. Et donc, le lendemain, la marche des femmes, le lendemain même, on a organisé cette marche et on a marché. Il y avait des photos, bah, malheureusement, avec les événements sociopolitiques qu'on a connus, tout est parti en vrac. J'ai quelques photos encore. Et même des religieuses sont venues avec nous. Et on a marché. Et les militaires ont fini par nous encadrer. Donc, ils ont remis leurs fusils en bandoulière, comme on le dit, et ils nous ont encadrés. Et notre marche avait pour but d'aller présenter une déclaration au chef de l'État. Donc on avait d'abord écrit au chef de l'État, à l'époque c'était Lissouba, on avait dit qu'on voulait le rencontrer avec son gouvernement, bien sûr son premier ministre, avec le haut commandement, avec les chefs religieux et la société civile. Et c'est ce qu'on avait fait. On a marché et ils sont venus nous attendre au palais. Et on est allé et c'est moi qui ai remis, j'ai lu la déclaration et je l'ai remis au président Lissouba. Et il y a un geste que j'ai fait qui n'est pas compris. Les gens sont en train de, chacun il va de son commentaire. J'ai remis cette déclaration à genoux. Pourquoi à genoux? Parce qu'en ce moment-là, c'était lui le père de la nation. Donc c'était lui, comme on dit, ce sont les représentants de Dieu sur terre, c'est le Père, représente Dieu sur terre. Donc en m'agenouillant, moi je m'agenouillais devant Dieu. Mais les gens ont pris ça comme comment une chrétienne peut aller s'agenouiller devant un homme et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que après cela, les parlementaires ont pris
donc le bâton de pèlerin, et on commençait on a appelé ça les trains de la paix qui ont sillonné un peu les régions pour aller, demander la paix, le calme et tout. Et donc c'est nous qui avons donné le tempo. Ce sont les femmes. Les femmes. Voilà. Comme toujours. Et ça, oui. Et ça, c'est resté comme ça. Parce que la femme porte la paix, la femme connaît à peu près les enjeux, et puis toute la souffrance d'élever un enfant et de le voir être abattu comme un chien et tout ça. Donc c'est à partir de là que nous avons créé le Comité national des femmes pour la paix. Il y a un certain nombre de femmes qui sont encore là. Voilà. Maître, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez joué un grand rôle à l'Union africaine dans la commission des droits de l'homme en tant que vice-présidente. Vous étiez également rapporteur spécial des droits de la femme africaine. C'est une fierté. Aujourd'hui, par rapport à ces grands rôles que vous avez joués, quel est votre regard sur les droits de la femme africaine en général et congolaise en particulier? Vous savez, j'ai été vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et rapporteur spécial sur les droits de la femme. J'ai sillonné vraiment l'Afrique. J'ai été un peu partout. Et ce qui m'a amené à concevoir avec bien d'autres, avec les ONG et la société civile, le document qu'on appelle le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits de la femme. Parce que dans l'exercice de mes activités là-bas, j'avais constaté que la Charte africaine, parce que nous avons notre document juridique qui régit les droits en Afrique, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais dans cette charte-là, c'est dans un seul article. Cette charte comprend 28 articles, 25. C'est dans un seul article qu'on parle de la femme, où le mot femme est cité. Et c'est dit femmes, enfants, les handicapés, les personnes âgées. Donc, on regroupe la femme dans la catégorie, voilà, des personnes mineures ou bien des personnes malades. Et bon, moi j'avais trouvé que c'était vraiment, peut-être pas une injure, mais c'était quand même négligé un peu. C'était réducteur. Voilà. Et donc j'ai demandé aux ONG qui étaient avec nous, qui venaient souvent à nos sessions, de s'asseoir et qu'on conçoive un document qui viendrait comme compléter la charte africaine, mais qui serait relatif aux droits de la femme. Et nous avons fait ce document, nous l'avons revu plusieurs fois, bien sûr, et ce document a été adopté par les 53 États de l'Union africaine en 2013 à Maputo. Et ce protocole qui est là, s'appelle maintenant le protocole de Maputo. Mais le problème de la femme, c'est que il y a plusieurs problèmes pour la femme. D'abord, il y a l'analphabétisme et il y a le fait que la femme, même quand elle est instruite, elle n'aime pas lire. Et même quand elle lit, elle préfère lire ce qui n'est pas divertit, voilà. Parce que dans ce protocole, il y a énormément de droits qui sont reconnus à la femme, mais que la femme elle-même ne connaît pas et n'exerce pas. Donc, c'est aux ONG, aux États de faire la sensibilisation pour que les femmes connaissent cet instrument-là et qu'elles puissent en tirer profit. Par exemple, dans cet instrument, il est dit que une femme qui ne travaille pas, comme on le dit, elle travaille à la maison, elle fait tout à la maison, mais elle ne travaille pas parce qu'elle ne va pas dans un bureau. Et une femme qui est ménagère doit percevoir au moins
le SMIC. D'accord. Et ça, les femmes ne le savent pas. Elles sont là, elles se plaignent, ah, moi je ne travaille pas, je ne travaille pas. Mais lorsque, par exemple, elle divorce avec son mari, on doit calculer ses droits par rapport à ce qu'elle a fait dans la maison, c'est-à-dire le SMIC. Elle est restée combien d'années là avec le mari. Et chaque mois, elle avait droit au moins au SMIC. Et on multiplie par le nombre d'années, on sait que cette femme a droit, par exemple, à 10 millions dans tout le patrimoine des époux. Et on doit les lui donner. Mais si vous ne savez pas que c'est comme ça, vous avez ce droit-là, évidemment, vous passez à côté. Et tout est là. C'est un problème de sensibilisation et d'information aussi. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les questions des droits des femmes au Congo ont évolué ou pas du tout? Oh non, certainement, il y a eu une évolution. Non, ça, on ne peut pas dire pas du tout, non. Il y a eu une évolution, mais il faut continuer. Il y a encore beaucoup à voir et beaucoup à faire. Mais on est dans la voie de l'évolution, on y va. Récemment, le Parlement a adopté la loi contre les violences. Contre les violences faites aux femmes. C'est une grande première et c'est un instrument qui honore et qui réglemente beaucoup de choses concernant la femme. Oui, mais encore une fois, faut-il que la femme elle-même apprivoise, s'en approprie. Sinon, ça restera lettre morte. Ça restera dans le texte, dans les tiroirs. Et puis, bon, c'est aussi le travail des avocats, des magistrats et de tous les autres qui, surtout les leaders d'opinion, comme les chefs religieux, nos dirigeants, nos autorités doivent prendre des décisions pour mettre en œuvre ces recommandations ou ces lois qui ont été adoptées. Et trouver les moyens de les accompagner. Accompagner, s'il y a des budgets pour, par exemple, aller faire la sensibilisation dans les départements. S'il n'y a pas de moyens, comment vous faites? On ne fait rien. Donc, il y a tout ça à mettre en marche, à mettre en œuvre pour que les choses avancent, quoi. On espère bien que cela avancera, surtout que la loi porte le nom de la défunte mère du président de la République, Maman Mouibara. Exactement, il faut la mettre à l'honneur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Maître, on va revenir sur vos distinctions. Vous êtes officier de la Légion d'honneur française. Et vous avez également d'autres distinctions honorifiques, à l'instar de la toute dernière que vous avez reçue au Palais du Parlement, décernée par le réseau international des femmes avocates. Alors, quelle est la portée de ces distinctions aujourd'hui? Mais la portée, elle est au niveau international, comme c'est dit dans l'appellation du réseau. Et ça doit être comme une locomotive qui tire ces wagons, les wagons étant les plus jeunes que nous, les wagons étant les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, ce n'est pas seulement les femmes, hein. Il y a des jeunes gens aussi. Moi, j'ai reçu beaucoup de jeunes avocats qui sont venus me dire « Ah, mais nous, on est venus là parce qu'on vous a suivi dans le procès Kimbisi-là. » Donc, c'est toute la profession qui est intéressée par cette évolution. Et bon, au niveau international, bon, il y a d'autres femmes, hein, parce qu'ils ont fait comme une revue, hein, des femmes, les premières femmes avocates dans les pays. Et donc, bon, on doit tirer les autres, hein, pas de force, mais évidemment, par l'exemple, on est comme obligé de se ranger, hein, de faire attention, ne pas faire n'importe quoi, parce que les autres vous suivent. Et donc, il ne faut pas donner le mauvais exemple. Il ne faut pas
Bon, c'est un peu comme une maman, hein. Une maman, quand elle élève les enfants, elle doit d'abord donner le bon exemple. Tout à fait. Si elle ne donne pas l'exemple, ben les enfants aussi ils vont suivre ce que la maman fait. Moi, je dis que je suis la maman de toutes parce que je les ai vues venir, toutes. Et j'ai dit, moi, je vous ai vu venir, vous trembliez devant le tribunal, je vous ai vu. Et les magistrats aussi, je les ai vus venir. Parce que aujourd'hui, là, au palais de justice, il n'y a pas un magistrat plus ancien que moi. Moi, je suis la doyenne, quoi. Je suis la doyenne un peu de tout le monde. Quel honneur. Et donc, voilà, on doit donner le bon exemple. Tout à fait. Est-ce que personnellement, vous avez des dauphines? Bon, des dauphines, vous savez, dans cette profession, c'est pas comme partout, hein. Les dauphines, on va peut-être, il faut d'abord modifier notre loi. Parce que la loi n'a pas prévu ça. Mais dans d'autres pays, vous avez, par exemple, les bâtonniers, à un adjoint, à un dauphin, on sait qu'après lui, ce sera celui-là. Mais nous n'avons pas ça et on ne peut pas le faire sans modifier la loi. Et c'est votre souhait, certainement. Oui, pourquoi pas. Oui, oui. Maître, nous tendons vers la fin de notre entretien. Pour terminer, est-ce que vous pouvez résumer cet entretien pour que nous retenons de votre parcours quelque chose? Et puis, quels conseils avez-vous à prodiguer à la nouvelle génération? Je crois que c'est d'abord dans le travail qu'on trouve satisfaction et que les autres vous respectent dans le travail. Moi, j'estime que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai beaucoup travaillé. Je vous ai dit mon parcours. Sage-femme, 4 ans en Israël. On a appris en hébreu. Donc on a d'abord, oui, d'abord on a appris d'abord la langue avant d'apprendre la profession. Donc beaucoup de travail. On revient toujours dans le travail, hein, on encadre les jeunes bon, ensuite je fais mes études de droit, toujours le travail, et ensuite bon, je finis avec le droit, maintenant j'embrasse d'autres carrières, puis sage-femme, j'ai abandonné carrément, hein, j'ai tourné le dos parce que de sage-femme à avocate, en passant par les assurances et tout, ça n'a rien à voir. Même si, bon, comme je l'ai dit, on défend les droits des femmes. Et donc, beaucoup de travail, c'est ça, beaucoup de sérieux dans le travail. Et faut quand même avoir de l'estime en soi, d'abord. Hein? Il faut ne pas être, disons, des missionnaires ou dire non, ça je ne pourrais pas, non, il ne faut jamais écarter, hein, quelle que soit la difficulté de la chose. Il faut, quand vous sentez que vous avez les capacités, il faut le faire. Et donc c'est ça, il n'y a pas de magie, hein, il n'y a pas comme ce que je vois aujourd'hui. Vous savez, le métier, la profession d'avocat, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans l'administration. Quand vous travaillez dans l'administration, vous rédigez une lettre, il y a le chef qui va corriger, il y a, bon, donc la lettre elle sort, ce n'est plus vous-même qui l'avez faite, c'est un peu tout le staff. Mais le métier d'avocat, quand vous plaidez, vous êtes devant le juge, vous êtes à la barre, vous n'avez pas un souffleur, hein? Vous devez développer vos arguments pour convaincre le tribunal. Vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous souffler, cite tel article, ou bien cite telle jurisprudence. Donc tout ça, vous devez avoir ça en vous. C'est pour ça que le travail est très important. Hein? Surtout lire, et pour un avocat, c'est vraiment le fondement même de la profession. Si vous ne lisez pas, vous n'irez pas loin. Rien ne peut se faire. Vous n'irez pas loin. Merci, c'est un honneur pour nous d'avoir eu cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, hein, d'être venu et je vous souhaite
plein succès dans votre travail. Merci. Continuez et parlez de la femme. Essayons de sensibiliser sur la femme. Vous savez qu'aujourd'hui, on a adopté maintenant la masculinité positive. Oui. Voilà. Donc on a compris, c'est les Nations Unies toujours, on a compris que la femme ne peut pas se battre seule. Il faut que l'homme vienne avec elle pour comprendre. Parce que les hommes ont l'impression que les femmes se battent pour elles en demandent trop. Mais les hommes, elles sont les papas des filles. Elles sont les frères des sœurs. Elles sont les fils des mamans. Donc, nous sommes ensemble. Donc, travaillons ensemble. Et c'est pour ça que maintenant, toutes les réunions des femmes doivent être faites avec les hommes. Avec les hommes. Avec les hommes qui viennent aussi donner leur point de vue et leur opinion pour que les choses avancent. Merci beaucoup. On espère que le message est bien passé. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, qui met un terme à cette émission. Nous avons eu l'honneur d'échanger avec Maître Julienne Angel Nyelenga, femme de Poigne, fierté nationale, au parcours élogieux que vous avez suivi dans les détails tout le long de cette émission. En tout cas, merci pour votre fidélité. À très bientôt sur nos antennes.